Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de sciences et technologies de 4e secondaire. Aujourd'hui, on va commencer la révision sur le chapitre 5, soit l'électricité. Le chapitre 5, qu'est-ce qu'on a vu? Rapidement, on a vu l'électricité statique, notamment l'électrisation de la matière et les phénomènes électriques. Ensuite, on a abordé le courant électrique en parlant de les catégories de matière, les circuits électriques et les lois d'Ohm de puissance et d'énergie. Et enfin, pour terminer le chapitre 5, il va y avoir le magnétisme avec, le plus important, la règle de la main droite. Donc, l'électricité statique, qui est notre première thématique du chapitre 5, ici, tout le monde a déjà frotté un jour une balloune sur ses cheveux pour observer, dans le fond, les cheveux qui sont attirés par la balloune quand on éloigne la balloune un petit peu des cheveux et la balloune qui reste collée sur le mur. Eh bien, ça, c'est un phénomène d'électricité statique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des charges qui se sont déplacées, des charges électriques, des électrons qui se sont déplacés d'un objet pour aller vers l'autre. Ici, de la balloune qui devient positive parce qu'elle a perdu des électrons, vers les cheveux qui deviennent négatifs parce qu'ils ont gagné des électrons. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'électricité statique. Donc, la définition, l'électricité statique correspond au phénomène lié à l'accumulation de charges à la surface d'un objet. Donc, ça, c'est la définition d'électricité statique, et il y a plusieurs façons d'obtenir de l'électricité statique. La première façon, c'est par frottement. Donc, ici, on observe un transfert de charge suite au frottement. Donc, ici, mon image est très simple. J'ai une tige d'ébonite que je vais frotter sur de la fourrure animale, et je vais voir, dans le fond, des charges qui vont se déplacer, les charges qui vont partir de ma fourrure, puis qui vont aller sur ma tige d'ébonite. Ma tige d'ébonite va devenir chargée négativement et ma fourrure animale va devenir chargée positivement parce qu'elle a perdu des électrons. La deuxième méthode d'électrisation de la matière, c'est par conduction. Donc ici, on observe un transfert de charge par conduction. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ici, il y a 3 étapes. Donc la première étape, on a un objet qui est chargé électriquement. La deuxième étape, on va observer un contact de cet objet chargé électriquement avec un autre objet. Donc, conduction, contact. Et la troisième étape, il va y avoir un transfert équitable des charges sur les deux objets. Donc, ma charge qui était sur mon premier objet va se transférer de façon équitable, ce qui veut dire proportionnelle, sur les deux objets. Donc ici, qu'est-ce qui arrive? On donne un exemple ici. On a une sphère de métal et je vais approcher la tige d'ébonite qui est chargée négativement de la sphère de métal. Et ce que j'ai observé, c'est que les charges vont partir de ma tige d'ébonite et vont aller sur ma sphère de métal. Et ça va finir comme mon image à droite, ma sphère de métal qui va être complètement chargée de charges négatives. Enfin, la dernière méthode, c'est l'électrisation de la matière par induction. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est une orientation des charges par induction. Encore une fois, 3 étapes. Donc on commence toujours par un objet qui est chargé électriquement. Ensuite, on va avoir un rapprochement sans contact avec un autre objet. Et ce qu'on va voir, c'est une accumulation de charges contraires à la surface du deuxième objet. Donc ça, c'est vraiment là, induction, il n'y a pas de contact. Et qu'est-ce qui va arriver? On voit ma tige d'ébonite encore qui est chargée négativement. Je vais l'approcher de ma sphère en métal. Et qu'est-ce que je vais observer? Eh bien, il va y avoir un partage de mes charges positives qui vont s'accumuler proche de la tige d'ébonite qui est négative, et les charges négatives qui vont être repoussées de l'autre côté de la sphère de métal. Donc ça, c'est l'induction. Donc, il n'y a pas de contact, et ça va être les charges opposées à ma tige chargée qui vont s'accumuler à la surface de mon objet métallique. Maintenant, quand on parle de phénomène électrique, parce que électriser la matière, c'est bien beau, mais il va y avoir un comportement qui va être associé à ça. Et le comportement est celui qui est à l'écran. Les charges semblables se repoussent, les charges opposées s'attirent. Donc, si je regarde ma première image qui est à ma gauche, j'ai donc 2 boules qui sont chargées électriquement et ils vont se repousser. On voit les flèches qui pointent dans des directions opposées. Mes 2 boules se repoussent. Donc, si elles se repoussent, ça veut dire qu'elles ont des charges semblables. C'est-à-dire qu'elles sont positives ou qu'elles sont négatives. Mais les deux doivent avoir la même charge.
Tandis que de l'autre côté, dans mon image de droite, j'ai deux sphères qui se sont attirées l'une vers l'autre, qui se sont collées. Hein, les flèches pointent vers la boule à côté. Et ça ici, c'est parce que les charges sont opposées. Donc, j'ai une sphère qui est négative et l'autre sphère qui est positive. L'électricité statique nous amène vers notre deuxième sujet. Ici, c'est parce que la particule qui est impliquée dans l'électricité statique, qui est les électrons, est aussi responsable du courant électrique. Donc, ce que vous voyez à l'écran, on a une espèce de deux petites barres noires à l'intérieur desquelles on retrouve des boules oranges puis des boules bleues. Mais ça représente un fil électrique. Et les boules oranges, ça représente le noyau des atomes de mon fil électrique, de mon fil conducteur. Et les petites boules bleues, ça représente les électrons en cavale. Ici, dans un métal, les électrons peuvent parfois s'échapper de leurs atomes et se déplacer librement dans mon métal. Et dans un fil conducteur, ce qu'on va voir, bien, tous mes électrons qui sont en cavale, qui peuvent se déplacer parce qu'ils ont réussi à s'arracher à leur noyau, eh bien, ils se déplacent tous dans le même sens. Fait que le courant électrique, c'est ça. C'est mes électrons en cavale qui se déplacent tous dans le même sens, avec la flèche orientée dans le même sens. Donc ici, la définition du courant électrique, c'est quoi? Bien, c'est le mouvement orienté des électrons dans un fil conducteur. Donc tous mes électrons qui se sont arrachés à leur atome se déplacent dans le même sens. De la borne négative, où il y a beaucoup d'électrons, vers la borne positive, où il y en a moins. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sens réel du courant électrique. Vous voyez à l'écran une batterie avec une ampoule et les traits noirs, ça représente mes fils électriques. Ça, c'est un circuit électrique. Et comme on vient de le dire, les électrons se déplacent de la borne négative de ma batterie, où il y a un surplus de charge négative, un surplus d'électrons, et vont parcourir le circuit pour rejoindre la borne positive, qui a un manque de charge négative, qui a un manque d'électrons. Et ça, c'était le sens réel du courant. Donc, de la borne négative vers la borne positive. Mais, les électriciens, eux, aiment ça faire un petit peu différent et leur sens du courant électrique à eux, qu'on appelle le sens conventionnel, c'est le contraire. C'est de la borne positive vers la borne négative. C'est pas le vrai sens du courant électrique, sachant que le courant électrique, c'est des électrons qui se déplacent. Mais quand on a découvert l'électricité, puis qu'on a inventé l'électricien, ben on ne savait pas que c'était des électrons qui se déplaçaient, fait qu'on a dit que le sens du courant, c'était du plus vers le moins. Donc ça, c'est le sens conventionnel. Maintenant, ici, pour que les électrons puissent se déplacer, on a parlé de fils conducteurs. Et ça, c'est important parce qu'il y a deux catégories de matière qui permettent les phénomènes électriques. Ben, en fait, qui permettent ou qui empêchent. Parce que, ici, ce qu'on voit dans mon image, c'est un pylône électrique d'Hydro-Québec. Et les espèces de soucoupes en céramique servent à quoi? Ils servent à empêcher le courant de partir de mes fils et de remonter dans mon pylône. Et ça, c'est ce qu'on appelle un isolant. Ça va isoler mon circuit électrique en empêchant le passage du courant électrique. Hein, un isolant, ça empêche le courant électrique de passer. Et on peut retrouver ça dans les gants en caoutchouc, dans le tape électrique, dans les disques de céramique. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle des isolants. Et au contraire, si on a des fils électriques, eux, c'est ce qu'on appelle des conducteurs, et ça permet au courant électrique de passer facilement. Et ça, c'est tout ce qu'on retrouve comme fil électrique, comme plaquettes de cuivre dans nos ordinateurs. Ça permet le passage facile de courant électrique. Lorsqu'on fait un circuit électrique, on peut brancher nos appareils de différentes façons. Et il y a deux façons. La première, c'est le branchement en série. Donc, lorsqu'on a un circuit électrique, on peut brancher nos appareils en série. Ça veut dire que nos appareils sont branchés les uns à la suite des autres et que mes électrons qui circulent dans mes fils doivent nécessairement traverser chacun de mes appareils. Donc, dans le circuit qu'on vient de voir, on a le sens conventionnel parce qu'on part du plus et on se dirige vers la borne négative. Et on voit mon courant électrique qui doit traverser nécessairement mon interrupteur et chacune de mes deux ampoules avant de revenir à la batterie. Et si je dois produire ce circuit de façon schématique, eh bien là, ici, j'aurai mon schéma électrique avec mes deux ampoules et ma source. Ici, il manque mon interrupteur sur mon schéma électrique.
L'autre façon de brancher un circuit électrique, c'est le brancher en parallèle. Donc, le branchement parallèle, il est un petit peu différent parce qu'il va y avoir une jonction, une séparation de mes fils où les électrons vont pouvoir se séparer en deux chemins différents. Fait que si on suit encore une fois le courant, le sens conventionnel, je pars de ma borne positive, je rentre dans mon interrupteur, je continue, et là j'arrive, avant mes deux ampoules, à une jonction. Je peux soit monter, soit descendre, soit aller dans l'ampoule du haut, soit dans l'ampoule du bas. Et là, mes électrons vont pas comme tous choisir le même chemin, ils vont se séparer à peu près équitablement entre chacune des deux ampoules. Donc, la moitié du courant passe dans mon ampoule du haut, l'autre moitié du courant passe dans mon ampoule du bas, et ils vont, après avoir traversé mes deux ampoules, se rejoindre à une autre jonction avant de revenir à ma batterie. Donc ça, c'est un branchement en parallèle. Et si on doit le faire sous forme schématique, ici encore une fois, il manque mon interrupteur, pardon, et on a notre batterie, on va avoir notre première jonction qui permet de nous séparer vers la première ampoule, la deuxième ampoule, et on a une deuxième jonction, parce que mes deux courants se rejoignent pour revenir à ma source de courant. Par contre, tous les circuits électriques ne sont pas égaux. Il y a des facteurs qui peuvent influencer l'intensité du courant, qui peuvent influencer la conductibilité électrique de mon circuit électrique. Donc ici, premier facteur, c'est le type de fil, la nature de mon fil. J'ai des fils en cuivre, j'ai des fils en acier, j'ai des fils en fer. Donc ici, la nature de mon fil électrique va influencer sa conductibilité. Et dans ce cas-ci, la conductibilité électrique va varier en fonction de la nature du fil. Je ne vous demande pas d'apprendre quel fil conduit le mieux, ça varie selon la nature, tout simplement. Le deuxième facteur, on a un ruban mesuré, c'est la longueur de mon fil. Donc ici, la longueur du fil va influencer, et ici c'est comme un marathon ou une course. Si je vous demande de courir une petite distance, c'est facile. Si je vous demande de courir une longue distance, c'est plus dur. Ici, un fil court conduit mieux qu'un fil long. Quand c'est plus court, c'est plus facile à courir. Quand c'est plus long, c'est plus dur à courir. Donc, c'est de la logique. Ensuite, les deux autres facteurs qui peuvent influencer l'intensité, la conductibilité électrique, c'est, ici, on voit différents fils qui viennent d'apparaître et on voit que les fils sont plus gros et quand on se déplace vers la droite, ils deviennent de plus en plus petits. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle la grosseur du fil ou le diamètre du fil. Et un peu comme un conduit dans lequel on voulait se glisser, plus l'espace est grand, plus c'est facile de se faufiler à l'intérieur. Tandis que si on a un petit trou tout petit, ça va être plus dur de passer dans ce petit trou-là. Donc, plus le fil est gros, plus c'est facile. Donc, un fil gros conduit mieux qu'un fil petit. Et enfin, le dernier facteur, on voit deux thermomètres, un froid, un chaud. Donc, c'est la température du fil. Et là, ici, c'est en lien avec le mouvement des particules dans mon fil. Si je veux traverser une foule qui bouge de gauche à droite tout le temps de façon aléatoire, c'est plus dur. Tandis que si ma foule, elle est parfaitement immobile parce qu'elle est complètement gelée, c'est plus facile éviter les gens et traverser ma foule. Donc ici, un fil froid va conduire mieux qu'un fil chaud. Et avec ça, on termine nos facteurs qui peuvent influencer l'intensité. Dans le cours de demain, on va parler des différents caractéristiques d'un circuit électrique, donc la tension, l'intensité et la résistance, et on va expliquer un petit peu le phénomène qu'on voit à l'écran avec l'intensité et la tension.